Eh ben, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition d'After Conseil où on a pas mal de choses à vous dire encore aujourd'hui sur notamment ce qui s'est passé au dernier conseil communautaire et au dernier conseil municipal à la toute fin du mois de septembre. Alors au conseil d'Aglo, on a eu notre première séance depuis le retour des vacances, ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas réunis et on a voté un certain nombre d'éléments. On va revenir que sur ceux qui nous paraissent les plus importants, en tout cas ceux sur lesquels on est intervenu. Alors on est intervenu notamment parce qu'il y a eu la création de tarifs pour la location de la salle de sport qui est construite au quartier du Soleil Levant, l'espace Simone Veil, où il y a aussi la maison pour tous qui s'est installée. Il y a une grande salle de sport à l'intérieur et il a été voté des tarifs qui sont assez élevés. Alors tout de suite on est intervenu pour demander à ce que ça soit bien gratuit pour les associations du quartier, parce qu'il y a plusieurs associations dans le quartier, notamment des associations de twirling, il y a aussi des homogènes, il y a plusieurs associations qui pourraient avoir besoin de cet espace qu'utilisait avant la ferme Petit, qui a malheureusement été démolie, et du coup que ça soit bien gratuit pour elles. Et là on a eu confirmation que ça serait bien gratuit pour ces assos-là, même si il a fallu réintervenir depuis, parce que ça n'avait pas été bien compris visiblement par les services, et il avait été envoyé une information à ces associations comme quoi elles allaient devoir payer. Donc heureusement qu'on était intervenu quand même pour avoir l'assurance de la part d'Éric Balédan, le vice-président en charge de ce dossier, que ça serait bien gratuit. Ensuite, on a pas mal parlé des fameux conteneurs à verre. Vous savez, il n'y a pas que les champignons qui poussent à l'automne à Abbeville, il y a aussi les conteneurs, puisqu'on en a eu, alors je ne sais jamais si c'est 108 ou 118, mais en tout cas on a eu beaucoup de conteneurs qui ont été installés, et alors on n'était pas du tout d'accord avec ça, depuis le début on n'est pas d'accord avec cette idée, on ne comprend pas l'économie qui est faite en investissant dans des conteneurs à verre, plutôt que de réduire la fréquence de collecte à une fois tous les 15 jours, par exemple pour le verre, et supprimer une collecte par semaine des ordures ménagères. Donc là, ils ont installé ces conteneurs-là, et ça a été installé alors vraiment dans une espèce de cacophonie totale. On a eu l'information, la carte d'implantation des conteneurs 3 jours avant l'arrêt de la collecte. Ça veut dire que les gens ont découvert souvent en rentrant du travail, devant chez eux, un conteneur à verre. Il n'y a eu aucune transparence là-dessus, c'est vraiment une méthode qu'on dénonce, on aurait dû associer les gens, on aurait dû prévenir à l'avance de où étaient prévues les installations, parce que plein d'installations de conteneurs posent problème. Il y en a qui sont installés devant des bornes incendie, il y en a qui sont installés en bord de route, par exemple chaussée de Rouvroy, à des endroits où c'est très passant, où c'est dangereux, il y en a qui sont installés dans des virages, et surtout il y en a plein qui sont installés soit tout près des fenêtres des gens, donc ça génère beaucoup de nuisances sonores, mais aussi, il y en a aussi qui sont installés sur des places de stationnement. Pour la plupart, elles sont installées sur des places de stationnement à des endroits où c'était très utile. Par exemple, rue du Lieutenant Caron, devant un cabinet médical. Il y avait 3 places de stationnement, il y en a une qui est condamnée pour un conteneur à verre, alors que c'était des places qui étaient très utilisées. À plein d'endroits où il y avait des tensions déjà sur les places de stationnement, on a installé des conteneurs. Donc ça, c'est vraiment une mauvaise nouvelle. Et on a demandé ensuite, une semaine plus tard, en conseil municipal, qu'un arrêté soit pris par le maire pour interdire de déposer des bouteilles ou du verre entre 22h et 7h du matin. Parce qu'on a des retours de terrain, des gens qui se plaignent du bruit, parce que les gens viennent déposer, évidemment, du verre pendant la nuit. Donc c'est quelque chose qui n'est pas normal, et le maire a refusé de prendre un arrêté pour interdire le dépôt de verre pendant la nuit, en disant que de toute façon, ça ne serait pas forcément respecté. Donc, c'est quand même un drôle de raisonnement, de dire « ah ben non, on ne va pas interdire les dépôts de verre pendant la nuit, parce que de toute façon, ça ne sera pas respecté ». Alors que ça donne un cadre qui permet de faire respecter quand même un peu la tranquillité dans le voisinage. Donc du coup, la conséquence de ça, c'est qu'on a une ville qui est moins belle, parce qu'elle est polluée visuellement par tous ces conteneurs. On a une ville qui est moins propre, parce qu'autour des conteneurs, on voit déjà plein de verre. Voilà, on a plein de gens qui nous envoient des photos avec du verre cassé autour des conteneurs. Et puis on a une ville aussi qui est moins tranquille, parce qu'il y a du bruit pendant la nuit dans des quartiers résidentiels où jusqu'à présent c'était tranquille.
Donc on n'est pas content du tout de cette façon de faire et on continuera à essayer d'améliorer les choses à l'avenir, même si le maire nous dit qu'il n'y a aucun problème, que les gens ne sont pas mécontents, que c'est pas vrai, qu'il a eu qu'une quinzaine de réclamations dans toute la ville et que ça n'est que de la résistance au changement. Voilà. Donc nous on n'est pas tout à fait d'accord sur son diagnostic. Enfin voilà. Sinon, dans le rang des bonnes nouvelles, il y en a quand même une. On a des terrains qui sont vendus en haut de la côte de la Justice pour une entreprise qui va s'installer. Alors malheureusement, c'est une entreprise logistique, donc c'est pas des emplois qui sont très bien payés, c'est pas des emplois qui sont très qualifiés, mais dans le contexte actuel de l'économie et du marché de l'emploi à Abbeville, ça se prend. Hein. On va pas faire les fines bouches non plus. Donc évidemment, on a voté pour et on a questionné sur le fait de savoir quand même, puisque c'est un très grand bâtiment qui va être construit, s'il y aurait des panneaux solaires en toiture. Visiblement ça sera le cas, et que le parking soit bien un parking perméable, où l'eau pourra s'infiltrer, parce qu'il n'est pas question non plus en haut de la côte de la Justice d'accélérer le ruissellement pour que ça puisse contribuer à pouvoir inonder Abbeville. Donc c'est quand même 120 emplois qui sont prévus sur ce site, c'est loin d'être neutre. Et sur la question de l'emploi, il y avait un autre sujet aussi qui concerne là les menaces qui pèsent sur l'emploi, notamment dans les commerces de la chaussée de Rouvroy et de la chaussée d'Oquet, qui sont fortement impactés par les travaux qui ont actuellement lieu sur la route des Polonais, à Motor, à la sortie d'Abbeville pour aller vers Cambron. La route est complètement barrée depuis le mois d'août, elle le sera à minima jusqu'à la fin du mois de novembre, et ensuite les travaux continueront, la circulation sera alternée. En tout cas, l'impact il est fort pour les commerces, ils se plaignent pour certains de moins 30% de chiffre d'affaires, ce qui est énorme, donc il y a quand même beaucoup de commerces. Il y a déjà le supermarché Aldi qui vient de s'installer, il y a un garage, il y a un toiletteur, il y a un salon de coiffure, il y a un boucher, il y a un épicier, et puis il y a un fleuriste qui vient seulement d'être repris, et puis il y a un bar tabac, chaussée d'Oquet, qui vient aussi seulement d'être repris, et du coup on est avec des gens qui n'ont pas de trésorerie pour faire face à cette perte de chiffre d'affaires. Donc le problème c'est que en fait le tribunal administratif a décidé qu'il ne pouvait pas y avoir d'indemnisation de ces commerçants parce qu'ils ne sont pas dans le périmètre direct des travaux. Sauf qu'on peut contourner cette décision du tribunal en mettant en place un fonds de soutien exceptionnel pour les commerces, et ça, malheureusement, Pascal Demarthe l'a refusé catégoriquement. Ça n'est pas du tout d'actualité. Alors, il considère même qu'il ne peut pas y avoir de problème chaussée d'Oquet, alors que c'est méconnaître complètement la ville que de dire ça, parce que évidemment, la chaussée d'Oquet, elle permet d'accéder à la chaussée de Rouvroy, et que du coup, beaucoup de gens qui vont vers le Vimeux passent par là et s'arrêtent pour acheter des cigarettes ou pour boire un café au bar tabac de la chaussée d'Oquet. Donc voilà un petit peu ce que je voulais dire sur le conseil d'agglomération, et je passe la parole à Isabelle qui a d'autres choses à vous dire. Alors bonjour à toutes et à tous. Moi je vais revenir sur une mise à jour du règlement de formation. Donc il y a des cursus dans le cadre de l'école de formation interne, donc les agents qui donnent des cours et qui forment d'autres agents. Il y a des cursus qui sont mis en place, et pour la réalisation de nouveaux cursus, il y a une demi-journée ou une journée qui est accordée sur le temps de travail pour créer ces cursus. Or, dans ce règlement de formation, en fait, il était précisé que pour mettre à jour ces cursus, il n'y avait pas de temps prévu sur le temps de travail. Or, on sait très bien que très vite, les formations peuvent être obsolètes si on ne les met pas à jour. Donc, nous avons demandé à ce que, pour la mise à jour de ces cursus de formation, il y ait également une demi-journée ou une journée. Donc, lorsqu'on est intervenu, donc le président, M. Demarthe, a donné la parole à Bénédicte Conseil pour expliquer la situation et pour un éclaircissement. Et Bénédicte Conseil m'a recontactée, qui est donc la directrice générale des services en intérim actuellement. Elle nous a recontactés pour nous dire que notre remarque avait été prise en compte. Donc dorénavant, les agents qui mettront à jour les cursus de formation auront la possibilité de prendre une demi-journée ou une journée. Donc nous sommes contents de ce petit succès.
Ensuite, nous Ça fait avons plaisir, de temps en temps. Nous sommes intervenus aussi sur la participation de la CAPS, donc la communauté d'agglomération, mais aussi, c'est valable aussi ce point pour la ville d'Abbeville, sur la participation à la protection sociale complémentaire, hein, à la fois pour la santé et pour la prévoyance. Donc nous ne sommes pas contre, bien entendu, que les entreprises ou les collectivités prennent en charge une partie de cette protection sociale, mais nous sommes contre le fait que ça se privatise, puisque plus ça va, plus les mutuelles sont obligées de prendre en charge les tickets modérateurs, c'est-à-dire la part de la sécurité sociale qui est à la charge de l'assuré. C'est ça qu'on appelle le ticket modérateur. Par exemple, si sur une certaine prestation de santé, la sécurité sociale prend 70% en charge et que le ticket modérateur est de 30% et que l'État décide d'augmenter ce ticket modérateur, donc de le passer à 10% de plus, c'est les mutuelles qui doivent prendre en charge ce supplément, et donc c'est privatiser de plus en plus les remboursements, et au bout d'un moment, les mutuelles vont dire on va augmenter nos tarifs pour ce qu'elles font d'ailleurs, pour compenser cette augmentation du ticket modérateur. Et ça, on ne le cautionne pas. Alors vous me direz, c'est de la responsabilité de l'État, oui, mais l'État applique une politique libérale qui nous déplaît et on le dénonce, donc on s'est abstenu à la fois à la communauté d'agglomération et à la commune. Surtout qu'on dit toujours que la sécurité sociale est déficitaire, c'est vrai, elle l'est, mais il y a des moyens pour renflouer les caisses, entre autres en supprimant des réductions de charges ou des réductions de cotisations sociales offertes aux entreprises. Par exemple, François Hollande, donc le Parti socialiste, avait mis en place à l'époque où il était président, donc le CICE pour réduire les charges sur les bas salaires, pour relancer l'embauche des bas salaires et pour que les coûts soient moindres pour les entreprises. En soi, c'était que les coûts soient moindres pour que ces entreprises puissent investir. En soi, l'idée était bonne, sauf que ça a été très inefficace puisque c'est surtout les entreprises de services et les entreprises de grande distribution qui n'exportent pas leurs produits, donc qui n'ont pas à faire des investissements pour devenir plus performants, qui ont bénéficié de cette niche fiscale. Donc il faudrait réétudier tout ça pour supprimer toutes les réductions de charges et de cotisations qui ne sont pas effectives et pas efficaces et renflouer donc la sécurité sociale. Donc voilà pourquoi on dénonce cette politique libérale qui ne sert pas l'intérêt commun. Voilà, donc nous nous sommes abstenus. Et puis aussi un autre point que nous avons dénoncé, c'est que la ville et la communauté d'agglomération souhaitaient faire passer avait passé une délibération, on avait tous voté à l'unanimité pour 3 jours d'autorisation d'absence en cas de violence conjugale, violence physique ou violence psychologique. Pour les femmes. Hein. Pour les femmes, principalement. Donc on trouvait ça très bien, on avait tous voté à l'unanimité. Malheureusement, l'État n'a pas encore mis en place de loi à ce sujet, donc on ne peut pas, nous, mettre en place des arrêtés correspondant à cette loi qui n'existe pas. Donc ça a été retoqué par la préfecture, entre autres, et donc nous avons dénoncé le fait que l'État n'est pas assez rapide, n'est pas assez efficace dans ce domaine-là pour lutter contre les violences conjugales. Voilà en ce qui me concerne au niveau de la CAPS. Très bien. Voilà, bien. Bonjour à toutes et à tous. Voilà, donc, moi je vais parler un petit peu du conseil municipal qui s'est tenu lundi dernier, donc le 29 septembre, avec plusieurs points. Il y a 28 points à l'ordre du jour. Bon, il y a des points sur lesquels on est passé rapidement parce qu'il n'y avait pas de souci particulier. Donc il y a un point qui concernait le contrat de concession pour la construction d'un crématorium. Voilà, donc évidemment, depuis le début, on vote contre. Cette fois-ci, on a encore voté contre, sachant qu'en plus, la douche n'a reversé que 2286 € à la mairie, c'est-à-dire, comme dirait Michel Blondin, peanuts. Et qu'en plus, le nombre de crémations a diminué en 2024. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, ça concerne les délégations de services. Donc, si le montant de l'eau n'a pas augmenté, on s'est rendu compte que la consommation d'eau avait augmenté de 11% sur la ville d'Abbeville, et on n'a pas eu d'explication à ce niveau-là, mais je pense qu'on peut compter sur Michel Blondin pour nous donner une explication. Il va rechercher un petit peu parce qu'il aime bien avoir les réponses à nos questions, et je pense qu'on l'aura prochainement, le
problème. Donc, je ne sais plus ce que tu voulais, sur quoi tu devais intervenir après sur le conseil municipal. Oui, je vais continuer sur les autres points qui ont été à l'ordre du jour du conseil municipal. Notamment, il y a eu un élément sur la construction des vestiaires du terrain de football synthétique dans l'enceinte de Robert Viard, où là c'est encore un sujet important parce que c'est un investissement qui est assez considérable. On sera à près de 2 millions d'euros pour le terrain et les vestiaires. Alors il le fallait, ce terrain synthétique, et je pense que l'endroit choisi était sûrement le bon pour que les différents clubs puissent utiliser ce terrain, que ça ne soit pas dans un premier temps réservé au SCA Football, que Manchecourt et Rouvroy puissent aussi accéder à ce terrain. Sauf que le problème, suite à ça, c'est que en fait, le terrain il est extrêmement utilisé, mais alors extrêmement utilisé, ça montre qu'il y avait un vrai besoin, mais les riverains, les gens qui habitent autour, notamment à Passe de Bretagne, en fait, ils sont mitoyens de ce terrain avec du vis-à-vis et surtout beaucoup de nuisances qui sont générées par ce terrain. Alors les nuisances, c'est l'éclairage. Ça, on l'avait déjà pointé avant même le démarrage des travaux en demandant à ce que ça soit pris en compte dans les travaux, la question de faire attention à ne pas éclairer le jardin des voisins, mais bien d'éclairer le terrain. Alors visiblement, ça n'a pas été suffisamment pris en compte parce qu'il y a quand même un problème d'éclairage. Et puis, il y a un problème aussi de bruit et un problème de vis-à-vis. Donc là, pour construire les vestiaires, la première inquiétude qu'ont les voisins, c'est que les arbres qui bordurent le terrain soient coupés et du coup que ça accentue leur vis-à-vis. Alors là, Pascal Demart a accepté de recevoir les riverains parce que j'étais intervenu au mois de juin, je lui avais écrit un courrier pour lui demander de recevoir les riverains parce qu'il ne voulait pas le faire. Finalement, il a accepté de le faire et il s'est engagé à ce que la palissade soit rehaussée pour limiter l'impact visuel pour les voisins et a priori, les arbres ne devraient pas être coupés, ils ne seraient simplement qu'élagués. Donc ça, c'est quand même plutôt une bonne nouvelle. Mais par contre, nous, on demande à ce qu'on aille plus loin en mettant en place une charte d'utilisation du terrain. La charte d'utilisation du terrain, c'est de, par exemple, ne pas jouer après telle heure, c'est ne pas mettre de musique ou ne pas utiliser de micro avant telle heure, parce que parfois le week-end, il y a des tournois, et quand il y a des tournois, des fois, on peut avoir dès 8h30 du matin de la musique qui est diffusée, des choses comme ça, et ça, on comprend bien que pour les voisins, c'est difficile à accepter et à supporter. Donc, tout ça, évidemment, il faut le faire en lien avec les présidents de club. Il ne s'agit pas non plus de les montrer du doigt, mais il faut trouver en bonne intelligence des solutions pour que les voisins se sentent respectés et que les footeux aussi se sentent respectés et puissent pratiquer leur sport. Donc, je pense que là, il y a vraiment quelque chose qui peut être fait facilement avec une charte d'utilisation. Malheureusement, Pascal Demart n'en veut pas. Il a balayé le sujet d'un revers de main, alors que c'est quand même quelque chose qui est fortement demandé. Ensuite, il y a un point important, un point très important qui concerne le musée Boucher-de-Perthes, le musée du Beffroi-Manessier, qui est fermé depuis bientôt 1 an, dont les travaux n'ont pas encore commencé, et il y a une question qui a été posée sur le plan de financement. Parce qu'aujourd'hui, le gros problème de ce projet, en fait, moi je n'ai même pas la conviction qu'il verra le jour finalement, parce que son plan de financement n'est pas bouclé. Il y a des palissades qui ont été mises, il y a soi-disant un permis de démolir, on sait déjà qu'il va y avoir de l'archéologie, donc des surcoûts, et surtout le projet de départ était déjà très ambitieux, 18 millions d'euros hors taxes, et là, le département a annoncé qu'il donnait moins que ce qui était prévu, 2 millions d'euros au lieu de 3, et on n'a toujours pas d'arrêté officiel de la subvention, donc ce qui fait que éventuellement ça pourrait toujours être rabaissé s'il y avait des difficultés supplémentaires au niveau du département l'année prochaine, mais pire que ça, il y a l'État qui n'a fait qu'une promesse de 3 millions, il n'y a pas d'arrêté de subvention non plus, donc comme les gouvernements en ce moment, ils ont un peu tendance à tourner rapidement et que le budget de l'État et le budget de la culture ne sont pas des budgets qui progressent, donc les promesses, on sait ce que ça veut dire dans une période comme celle-là, et les 3 millions d'euros promis par l'État via la DRAC, la Direction Régionale des Affaires Culturelles, pour l'instant, il n'y a aucune certitude non plus.
Et le pire du pire, c'est que Pascal Demarthe est quand même conseiller régional, membre de la majorité de Xavier Bertrand, et aujourd'hui, on ne sait pas dire quelle sera la subvention de la région Hauts-de-France. Donc là aussi, il y a un gros doute derrière tout ça, sur le fait de combien de subventions est-ce qu'on va pouvoir bénéficier pour mener à bien ce projet de musée. Parce que ils veulent avoir recours à du mécénat privé. Ça, c'est une bonne chose. Ils ont même mandaté un cabinet d'experts pour justement aller chercher des gros mécènes, des grandes entreprises pour participer de manière importante à ce projet. Donc, ils espèrent récupérer peut-être plusieurs centaines de milliers, voire 1 million ou un peu plus d'euros, ce qui permettrait de limiter le reste à charge pour la ville. Mais c'est très incertain, et surtout jusqu'où on peut aller financièrement, qu'est-ce qu'on accepte de prendre en charge, nous, la ville d'Abbeville, comme budget pour ce musée, sachant que c'est pas que le musée, ça c'est aussi tout le quartier qu'il y a autour, la place de l'Amiral Courbet. Il s'agit d'insérer ce musée dans la ville, pas de le poser comme ça. L'Office du tourisme, visiblement, il n'y a qu'une toute petite place qui lui est accordée dans le musée. Est-ce que, enfin, bon. Aujourd'hui, pour moi, ce projet a un peu de plomb dans l'aile et on est très inquiet, déjà qu'il puisse effectivement se concrétiser et aussi qu'on soit en capacité de le financer, parce qu'il ne s'agit pas non plus de sacrifier l'intégralité de notre capacité d'investissement et d'endetter de manière trop importante la ville d'Abbeville pour ne plus pouvoir mener d'autres projets qui sont aussi très importants. Donc on a de vives inquiétudes sur ce projet et une confiance très modérée dans la capacité du maire actuel à prendre en charge ce dossier. Voilà, surtout que vis-à-vis des subventions, là au niveau du département, j'ai appris la semaine dernière, quand on a fait le bilan des subventions accordées par le département, on était en réunion au conseil départemental, que la ville d'Abbeville est passée à côté de 228 000 € de subventions du département pour ne pas avoir déposé ces dossiers à temps dans le cadre de la précédente politique territoriale. Et c'est quand même assez inquiétant de voir que quand il y a une enveloppe qui est destinée à la ville d'Abbeville ne soit pas capable de la consommer en entier. Donc quand on passe à côté de 228 000 €, ça aurait été quand même une bouffée d'oxygène supplémentaire. Et puis tant que je suis sur le département, je me suis aussi renseigné sur autre chose, parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, quand on avait parlé du carrefour de la gare qui a été réaménagé, qui ne marche pas, qui est dangereux, il y a encore des accidents régulièrement, encore eu un cette semaine. Les gens ne comprennent pas, il n'est pas efficace, il y a des embouteillages terribles, boulevard Voltaire, le matin, le midi et le soir. Ça n'a pas du tout fluidifié la circulation, bien au contraire. Quand j'avais pointé ça une fois à un précédent conseil, il m'avait répondu « mais c'est le département ça ». Eh ben, je me suis renseigné au département. Eh ben non, c'est pas le département, c'est bien la ville d'Abbeville qui a demandé ces aménagements-là. La seule chose que le département demandait, c'est que la piste cyclable soit prioritaire. Mais le département n'a jamais demandé à ce que la circulation se fasse dans ce sens-là, où on sorte depuis l'avenue de la Gare plutôt qu'on rentre par l'avenue de la Gare. Ce qui fluidifierait quand même la circulation quand on arrive à la gare, que les voitures aillent vers la gare en rentrant par l'avenue de la Gare, plutôt qu'aujourd'hui elles s'y en sortent. Donc encore une fois, c'était une manière, je pense, pour lui de me rejeter la responsabilité, alors que non, c'est bien la ville qui est le responsable de ça. Et puis le dernier ou l'avant-dernier sujet desquels je voudrais vous parler, c'est Action Cœur de Ville. Vous savez, ce dispositif de l'État qui permet l'accès à de l'ingénierie et puis l'accès à des subventions pour tout ce qui concerne la redynamisation du centre-ville. Et la redynamisation du centre-ville, c'était la principale promesse de campagne de Pascal Demarthe. Sauf que là, il y a eu la Chambre régionale des comptes qui a analysé l'usage, la prise en main par la ville et l'agglomération du dispositif Action Cœur de Ville, et sincèrement, les commentaires qu'ils font ne sont pas du tout élogieux. Alors j'en ai noté quelques-uns. Alors, la ville a échoué à définir une réelle stratégie en matière de logement. Bon, voilà, ça c'est dit. Que la stratégie de développement commercial en centre-ville était imparfaite.
Ils ont aussi noté la faiblesse de l'implication des services de la commune. Et enfin, ils ont dénoncé les moyens mobilisés qui restent très limités pour mettre en place cette politique. Donc vous voyez, heureusement que Pascal Demartre en avait fait sa priorité, parce que si ça n'avait pas été une priorité pour lui, probablement qu'il n'y aurait rien eu du tout. Mais alors là, il n'y a pas eu rien du tout. Il y a quand même eu des choses qui ont été faites et qui vont dans le bon sens. Il ne faut pas non plus jeter le bébé avec l'eau du bain. Mais voilà, les possibilités d'accompagnement technique, elles n'ont pas du tout été utilisées à la hauteur de ce qu'elles pouvaient offrir. Et puis l'accompagnement financier non plus. Donc on est passé à côté d'un certain nombre d'opportunités par manque de définition d'une stratégie, donc comme d'habitude, par manque de cap, par manque de vision de là où on voulait amener le centre-ville, et du coup, ces dernières années, on a continué à perdre du temps, alors que le commerce, dans l'absolu, a perdu en attractivité. Voilà. Et c'est pas qu'à Abbeville, en France entière, là, j'entendais 3 milliards de chiffre d'affaires pour Shine en France, 3 milliards, on est le premier marché européen, donc évidemment que la concurrence des ventes en ligne, et puis voilà, IKKS aujourd'hui qui annonce, qui dépose le bilan, 1000 personnes qui sont laissées sur le carreau, donc c'est encore une enseigne importante. Le prêt-à-porter est en difficulté, ça c'est pas un problème abbvillois, mais ces dernières années, ces 5 ans et demi de gestion par Pascal Demartre ont été des années cruciales pour le commerce, et malheureusement on est passé à côté de beaucoup d'opportunités de redynamiser le centre-ville par manque de vision, et puis il faut le dire, une certaine incompétence aussi vis-à-vis des sujets techniques, où là-dessus on sent qu'il n'y a pas de maîtrise profonde des dossiers, ni de volonté. Donc voilà, c'est très dommage. Et sur la question du commerce, on avait aussi posé une question écrite sur le périmètre de sauvegarde. En fait, vous savez qu'on a voté il y a un peu plus d'1 an, un périmètre de sauvegarde du commerce en centre-ville. Donc ça veut dire qu'on a défini une zone qui correspond à peu près à la croix commerçante du centre-ville, dans laquelle il y a un règlement d'installation, et on interdit l'installation de tout un tas de services qui ne sont pas des commerces, qui ne participent pas à la dynamisation commerciale du centre-ville, par exemple des pharmacies, par exemple des assureurs, par exemple des courtiers en crédit immobilier, par exemple des banques. Voilà, tous ces services-là ont été identifiés comme ne participant pas à la dynamisation commerciale du centre-ville, mais comme les choses n'ont pas été très bien faites par la mairie, malheureusement, et bien là on a encore 2 installations en centre-ville sur le parvis de Saint-Vulfranc, donc parmi les meilleurs emplacements du centre-ville. On a un cabinet dentaire qui s'installe dans l'ancienne librairie QF. Alors le cabinet dentaire c'est bien en tant que tel, là, bien sûr qu'on a un manque de services dentaires à Abbeville. Mais déjà je suis un peu curieux de savoir quel modèle économique ils vont avoir. Si c'est pour faire comme à Amiens, avec des cliniques privées et des dentistes qui font du travail à la chaîne et sans aucun suivi des patients et qui déposent le bilan en partant avec la caisse 6 mois ou 1 an plus tard, on l'a vu ça ailleurs. Donc j'espère que ce ne sera pas ça. Et surtout, est-ce qu'il n'y aurait pas eu d'autres endroits, rue Sainte-Catherine ou chaussée Marcadet, par exemple, l'ancien Chaboté, ça aurait pu être un endroit où on pouvait installer cette clinique dentaire plutôt que devant la collégiale Saint-Vulfranc, puisqu'on va avoir des vitres fumées, ça ne sera pas un magasin, ça ne sera pas quelque chose qui participera à l'attractivité commerciale. Et puis sur le parvis, il y a aussi un service de rachat d'or qui va s'installer dans l'ancienne crêperie. Et voilà, pareil, de l'achat d'or, c'est pas un commerce. Donc c'est quand même dommage qu'on ait voté un règlement avec une zone de sauvegarde du commerce et qu'on ne soit pas capable d'éviter ce genre d'installation en plein cœur du périmètre. Bon, là-dessus, pareil, il n'y a pas eu vraiment de réponse. Et puis voilà. Le dernier sujet, qui n'est pas des moindres, c'est la question de la sécurité, puisqu'on a voté une motion qui a été votée à l'unanimité du conseil municipal pour demander au ministère de l'Intérieur de sauvegarder les effectifs du commissariat de police d'Abbeville, parce que évidemment qu'on sait que ce commissariat il peut être menacé. Voilà, donc nous on y tient, on a besoin d'avoir un commissariat à Abbeville, parce que même si on est une petite ville et qu'on n'a pas des problèmes d'insécurité qui sont majeurs, on a quand même des soucis et on a quand même des besoins, notamment on a des caractéristiques qui ressemblent à des caractéristiques de grandes villes, avec des réseaux de trafic de drogue, avec aussi des quartiers qui sont prioritaires de la politique de la ville
ville où se concentrent des problématiques sociales qui, on le sait, peuvent générer des problématiques sécuritaires. Et puis on est aussi un carrefour. Enfin, voilà, on a beaucoup de besoins en termes de sécurité civile et le commissariat est indispensable pour nous. Donc on veut se battre à l'unisson et là-dessus on est tous d'accord pour conserver ce commissariat. Ça n'a fait aucun débat. Voilà, et puis je laisse Isabelle conclure. Ok. Alors donc un dernier point pour lequel nous sommes intervenus parce que ça nous tient à cœur aussi. Donc il y a l'imprimerie Leclerc qui travaillait pour imprimer tous les supports de communication, programmes, etc. de la ville et de la communauté d'agglomération. Et cette imprimerie a été rachetée par un groupe. Donc racheté et pas fusionné, contrairement à ce qu'a dit Monsieur de Mars, qui peut changer aussi légalement par rapport au contrat, mais toujours est-il que depuis qu'il y a eu le rachat, les salariés sont vraiment en souffrance et ne produisent plus localement tous les supports. Il y avait 17 employés, il y en a 8 qui ont été licenciés, il y en a un qui a accepté de partir sur Limoges puisque la fabrication maintenant des documents se fait sur Limoges, et puis donc il y en a 8 autres qui sont encore actuellement sur le site, qui sont dans des conditions de travail déplorables quand ils ont du travail à effectuer, puisque techniquement il n'y a plus rien à faire. Donc nous avons dénoncé le fait de continuer à travailler avec cette entreprise qui n'a plus rien de local et qui met en souffrance des salariés. Donc on a demandé à ce que la convention soit rompue et M. Demarque nous a expliqué que c'était impossible parce qu'il n'y a pas eu de changement au niveau de la négociation des prix. On a eu un doute, on a exprimé un doute par rapport au fait que ce soit une entreprise différente. Donc on sera très vigilant par la suite et vraiment c'est dommage que des salariés se retrouvent dans cette situation-là et qu'un service public cautionne ce genre de situation. Voilà. Ah oui, puis c'est en plus dommage aussi parce qu'au-delà, il y a évidemment la souffrance des salariés, puis pour nous c'était quand même aussi super d'avoir cette imprimerie à Ville. Nos affiches, nos tracts, tout était en général imprimé là-bas et là on se demande bien comment on va faire pour les prochaines élections. Voilà. Ben, merci à tous. Merci de nous avoir suivis. À bientôt très pour bientôt. le prochain After Conseil.